Et bonsoir à tous. Bienvenue au rendez-vous. Salut les gens. Bienvenue au rendez-vous Bienvenue. hebdomadaire. Alors, aujourd'hui, ça va être très spécial parce que on est comme d'habitude en compagnie de Mulch. Sauf que cette fois-ci, il est à l'autre bout de la France avec une connexion assez approximative. Si vous écoutez en VOD, normalement, ça devrait le faire. Pour les gens du live, normalement, on a fait de la petite magie qui rend ça propre. Pour les gens du live, merci de tolérer les aléas du direct. Hein. Et sinon, Merci. Écoutez, cette semaine, il y a eu des news. Il y a eu par exemple le fait que des Américains, on verra ça, mais c'est des très jeunes quand même, de 5 à 22 ans, c'était les plaignants, des Américains ont gagné un procès contre leur État, donc le Montana, donc on verra ça. Et toujours dans l'écologie... On a les pailles plastiques dans l'écologie qui sont moins polluantes que les pailles papier, les gens. Une nouvelle étude qui vient d'être publiée cette semaine qui a des résultats fort intéressants. Et ensuite, on a la FIFA qui suspend le président de la Fédération espagnole de foot. On parlera de cette news-là et de ce qui s'est passé avec cette situation assez ubuesque. Allez, petit jingle. Et voilà, alors, avant toute chose, j'aimerais revenir parce que j'ai remarqué qu'en fait, il y avait des réactions au rendez-vous, ça nous fait extrêmement plaisir. Notamment, il y a quelqu'un, j'ai vu sur Mastodon, quelqu'un qui s'est inscrit sur Mastodon et envoyé un message test après recommandation, après écoute du rendez-vous. Donc, ça fait super plaisir que des gens vont tester un peu les petites recommandations qui sont faites ici et tout. N'hésitez pas à nous faire des retours comme ça. De la même manière, on avait parlé la semaine dernière, vous en rappelez peut-être, de la xénotransplantation. Apparemment, c'était pas super au point ce qu'on a dit. Bah, écoutez, nous on a juste dit ce qu'on pensait de la news, mais apparemment la xénotransplantation, il y a plein de cas qui avaient déjà été faits, qui sont déjà utilisés, par exemple. Donc là, c'est une auditrice qui a carrément fait un don pour nous donner des précisions. Donc merci énormément. Apparemment, l'injection de l'insuline de bœuf ou de porc existe déjà depuis les années 20. Les prothèses de valves cardiaques de porc sont implantées chez l'homme depuis les années 70, avec une longévité d'environ 10 à 15 ans. Et il y a aussi des essais cliniques de xénogreffe sur des cellules de pancréas de porc pour les diabétiques de type 1, avec 10 ans de recul maintenant. Donc d'accord. Et du coup, c'était quoi la nouveauté? Est-ce que c'était dans le processus de transformation génétique qu'ils faisaient avant d'implanter l'organe, c'était ça? Je crois que la différence dans la news, c'était que pour spécifiquement le rein lui-même, tout un organe, en fait, il y avait eu justement une transformation qui permettait de rendre le truc plus résistant dans le corps humain. D'accord. Ok. Et aussi, donc petit détail, on est tous par défaut donneurs d'organes en France. Et pour ne pas l'être, il faut volontairement s'inscrire sur un registre national de refus de don d'organes. Ça, c'est très stylé, je trouve. Ah, c'est une très bonne chose. Voilà, donc il y avait plein de petits détails comme ça. Donc merci pour les précisions. Ouais, merci beaucoup. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des retours de ce type pour nous dire ce que vous pensez du podcast, etc. Ça nous fait plaisir. Lançons-nous directement dans le sujet. Oui. Est-ce que tu veux nous lire un petit peu le sujet, donc les jeunes Américains qui remportent une victoire historique dans un procès climatique? Les Zoomers, les gens, ce sont les Zoomers. Super news, on a des jeunes Américains qui remportent une victoire dans un procès climatique. Une juge du Montana a donné raison lundi à des jeunes qui accusaient leur État d'enfreindre leur droit constitutionnel à un environnement propre et sain, entre guillemets, en favorisant l'industrie des énergies fossiles, une décision historique dans le premier grand procès climatique du genre aux États-Unis. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que
il y a une juge du Montana qui déclare inconstitutionnelle une loi de l'État du Montana qui interdit à l'administration locale de prendre en compte les conséquences des GES, des gaz à effet de serre, sur le climat, au moment où ils attribuent les permis aux entreprises qui font des énergies fossiles. Donc, vu que cette loi est déclarée inconstitutionnelle, elle va donc ne plus être en place. Donc, en fait, ce qui est assez inédit, c'est que ce sont des jeunes qui ont démarré cette procédure. J'ai vu, c'est des jeunes qui ont apparemment sur la liste des plaignants de 5 à 22 ans, donc vraiment en plein dans la jeune génération. 16 plaignants du coup. Ouais, assez stylé. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que l'État du Montana a fait appel. C'est assez triste de voir que t'as juste 16 des enfants quasiment, hein. Ouais. Qui essaie d'expliquer faites gaffe quand même parce que là vous êtes en train de détruire là où on va vivre. La juge a dit ouais non c'est vrai là on va trop loin et l'État du Montana persiste et signe en disant qu'ils feront appel. Ça veut dire vraiment ils vont jusqu'au bout de leur délire. Donc pour un peu plus de détails sur la loi qui est en jeu, c'est en fait de donner la possibilité. La loi donne la possibilité d'exploiter des terrains. Et donc, là, si on prend le cas du Montana, ils ont utilisé, comme dans l'argumentaire, que quand même l'État génère 166 millions de tonnes de CO2 par an, autant d'émissions que l'Argentine. On se rend pas toujours compte parce que souvent on nous fait regarder des trucs par habitant ou on truque un peu. Mais en fait, les États-Unis consomment énormément, produisent énormément de CO2. C'est assez troublant. Oui. Le mode de vie américain est très, très, très inadapté à la réduction des émissions de CO2. La société est vraiment tournée autour de la voiture. Et puis leur propre industrie, de toute façon, fossile est très, très présente. Donc bon. Et du coup, c'est assez catastrophique. Ce qui est intéressant avec ce chiffre de 160 millions de tonnes de CO2, donc autant que l'Argentine, c'est que une des excuses du procureur du Montana, ça a été de dire que les habitants du Montana ne peuvent pas être blâmés de changer le climat. Même les témoins invités par les plaignants sont d'accord pour dire que notre État n'a pas d'impact sur le climat global. Et c'est là qu'ils vont essayer de nous avoir, donc dans chacun des États, ça a déjà commencé en France, en nous sortant des chiffres comme quoi la France ne serait, dans les impacts de CO2, ne représenterait que 1%. Mais oui, on est 1 des pourcents qu'on peut réduire, en fait. Et oui, et c'est ça qui est incroyable. À chaque fois, c'est utilisé pour dire ne faisons rien. Alors que déjà, réduire, si on réduit, je sais pas, de la moitié, un truc qui fait 1%, c'est déjà un bon bout du chemin. Enfin, c'est pas négligeable. C'est fou. Ça, c'est le sophisme de la solution parfaite. C'est-à-dire qu'il faudrait trouver la source de CO2 qui est en train de produire littéralement 99% du CO2 et elle l'arrêter. On pourrait pas, entre-temps, essayer de diminuer tous le CO2. Parce que si chaque pays qui représente 1% divise par 2 sa consommation de CO2, juste on a diminué de 50% la consommation de CO2. Et donc là, le fait que le procureur de Montana prétende que vu que les habitants eux-mêmes ne peuvent pas changer le climat global, et que ce serait pour ça que du coup on peut faire passer des lois climaticides, non, là c'est pas valide. Et le fait qu'ils ont que pour seul ressort des sophismes aussi ridicules, c'est qu'on y est. Là on va commencer à battre des murs comme ça. On avait déjà gagné en France 2 procès climatiques et au fur et à mesure ça va. Les procès vont valider des constats. Donc ce qui part de la sphère scientifiques sont validés par ce type de procès dans la sphère sociale. Parce que je peux montrer autant de rapports de GIEC que je veux dans une assemblée. Si j'ai littéralement un procès qui a été gagné, comme quoi l'État est coupable de ne pas prendre en compte les besoins des citoyens, là c'est un vrai appui pour des discussions politiques. Que vous croyez ou non, dans les rapports qui vous sont fournis, vous avez littéralement des citoyens qui ont gagné des procès et que vous êtes coupable. C'est ça.
Et on rappelle que le gouvernement français, du coup, est coupable d'inaction climatique, condamné 2 fois, comme tu l'as dit. Très important de le rappeler ça, hein, parce que bon. Alors voilà. là, du coup, on nous donne que il y a non seulement, donc là, il y aurait du stress, du désespoir, des dommages économiques. Et ça, et du coup, c'est l'argument. J'aime bien, c'est l'argument miroir du sophisme qu'on a entendu. C'est que un des arguments des plaignants, c'est chaque tonne supplémentaire de gaz à effet de serre émise exacerbe les dommages subis par les plaignants. Donc tu vois, on inverse le truc. C'est pas que on peut pas réduire et changer la situation, c'est que chaque gramme que vous êtes en train de produire augmente les dommages de mes clients, et ça, c'est vraiment puissant. Oui, j'aime beaucoup ça. Ça met l'accent sur le fait que, tu sais, parce qu'on dit souvent, est-ce qu'on baisse ou est-ce qu'on augmente? Mais en fait, tous les ans, on ajoute du CO2 en valeur absolue dans l'atmosphère, d'accord? Donc c'est pas, même si les émissions restaient constantes et n'augmentaient pas, on serait quand même en train d'aggraver la situation. Donc ça, c'est bien, c'est super de l'avoir explicité parce que ça permet de se rendre compte de la réalité, qu'on est en train de plus on met de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus on empire, plus on accélère la vitesse du dérèglement climatique. Et donc ensuite, t'as Bernie Sanders, 81 ans, qui a dit sur les réseaux sociaux: merci à ces jeunes gens courageux qui ont aujourd'hui remporté une énorme victoire contre le changement climatique. Il est temps pour le gouvernement fédéral de suivre leur exemple et de demander à l'industrie des énergies fossiles de rendre des comptes pour son rôle dans la crise climatique. Et c'est là que j'adore, parce que on est vraiment dans cette situation comme pour les retraites où il y avait tous les jeunes qui étaient dans la rue associés aux vieux qui allaient bientôt avoir la retraite. De la même manière là, Ouais. on voit qu'il y a des gens qui sont à 2 doigts de ne plus être parmi nous, désolé Bernie Sanders, mais qui sont complètement Oh non, pas bah Bernie. oui, bah je suis désolé, mais qui sont complètement unis dans cette lutte. C'est pas une histoire de génération. Oui. Ils vont aussi essayer contre notre intérêt à chacun, parce qu'on va tous être touchés par la crise climatique, quel que soit votre âge, quelle que soit votre génération. Là aujourd'hui, il y a des gens qui vivent une canicule qu'on n'aurait pas eu sans le changement climatique dès aujourd'hui. Et donc il faut comprendre que c'est pas une histoire de génération. Et là, c'est stylé de voir Exactement. quand même un sénateur de 81 ans féliciter 16 jeunes de 5 à 22 ans pour avoir gagné une bataille contre leur état dans lequel ils habitent, quoi. Je sais pas, je trouve cette situation assez intéressante quand même. Et oui, et dire que les Américains auraient pu avoir Bernie Sanders président potentiellement si les démocrates n'avaient pas mis les bâtons dans les roues à sa campagne en 2016, puis aussi en 2020. Hein. Qu'est-ce qu'il aurait fallu? Ils sont passés à côté de quelque chose. Il aurait fallu que les gens se mobilisent beaucoup plus à chaque élection dans laquelle ils auraient pu les mettre en avant, c'est ça? Toi tu connais mieux, toi, là-dessus. Ouais, je connais un petit peu la situation américaine et en fait, c'est vraiment tout se joue dans les primaires démocrates parce que on a l'aile droite du parti démocrate qui est les Obama, les Biden, etc. et l'aile gauche qui est plutôt les Sanders, les Ocasio-Cortez. Et en fait, on avait la situation en 2016, ça a été sorti assez clairement par la suite que le leadership, enfin vraiment les apparatchiks du parti démocrate qui contrôlent un petit peu pas mal des choses vis-à-vis de l'organisation des primaires démocrates, on fait plusieurs choses qui ont pas mal avantagé Hillary Clinton, alors que Bernie Sanders était quand même assez haut dans les sondages et avait des bonnes chances de l'emporter. Mais dans tous les cas, si les gens s'étaient plus mobilisés quand même, ils auraient pas pu faire ces petites magouilles démontrées maintenant à l'époque. Et donc oui, bien sûr, l'essentiel, ça serait de se mobiliser dans les primaires démocrates. Alors, donc ça, c'était 2016. Ensuite, 2020, bah malheureusement, il y a eu une droitisation des États-Unis, hein, du champ politique américain entre 2016 et 2020, puisque Trump au pouvoir, ça bouge quand même nettement le curseur sur ce qui est considéré comme de droite, du centre, de gauche, etc. Ça a quand même désavantagé Sanders en 2020 et beaucoup de gens ont utilisé l'argument d'avoir un candidat un peu plus safe, un peu plus proche du centre entre guillemets, tu vois. Donc Ouais. c'est pour ça que Biden a été favorisé ensuite et que Sanders a dû quitter la course.
assez tôt en 2020. Même si, je me souviens, la première primaire 2020 est gagnée par Sanders, la deuxième aussi, et il y avait un élan incroyable à ce moment-là. On y croyait, hein. Ouais. On y croyait. Mais la suite a changé la donne. On verra ce que ça donne en 2024, mais normalement, ça sera Biden. Si j'ai bien compris, ça sera encore une fois Biden puisqu'il est sortant. Bon, quand même, ça montre que y a des gens qui perdent pas espoir, qui continuent à tenter des trucs. Et moi, je suis plutôt content que des gens tentent plein de trucs différents. Et ça montre que il y a des endroits où on peut quand même faire vaciller le statu quo quand même sur toutes ces questions-là. Non, absolument. Puis regarde, tu vois, t'as Bernie Sanders quand même qui là s'exprime et critique les démocrates au pouvoir en disant ça serait bien que maintenant le gouvernement fédéral commence à faire des choses à la hauteur. Ouais. Je sais pas, le Green New Deal, des choses comme ça qui avaient été proposées, des investissements massifs dans les renouvelables. Parce que clairement, Biden, bon, il a fait certaines choses bien, mais c'est assez insuffisant vis-à-vis des objectifs réels si on veut changer les choses à une échelle acceptable, quoi. Hein. Donc, alors, j'aimerais vous rappeler que dans ce stream en fin d'émission, à chaque fois, nous prenons un petit moment pour répondre aux questions des auditeurs et vous pouvez par là même soutenir le contenu. Donc si ça vous plaît, vous pouvez faire un don sur coffee.com/badmulch. Alors si vous êtes en live, vous pouvez poser une question directement là maintenant et elle sera répondue à la fin de ce podcast. Si vous êtes en VOD, vous pouvez indiquer que c'est pour le rendez-nous et ce sera répondu pour le podcast de la semaine suivante. Voilà. Donc n'hésitez posez vos questions, les gens. N'hésitez pas à soutenir ce contenu parce que moi, il y a mon grand-père qui m'a dit récemment que c'est à cause de la télé que nous n'aurons aucune chance jamais de gagner quoi que ce soit. Et j'ai essayé de lui expliquer, tu sais qu'il y a des contenus qui s'affranchissent de la télé, les gens peuvent maintenant obtenir de l'information, s'échanger entre eux des informations sans être dépendants de la télé. Et il m'a dit, mais ces choses-là n'auront jamais les moyens d'être viables, etc. Moi, je pense qu'il a tort, mais c'est à vous de nous donner raison. Voilà. Exactement. Bien dit. Écoutons maintenant, passons à notre sujet. Ouais. Alors les pailles en papier sont apparemment plus toxiques que les pailles en plastique. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que je me pose souvent cette question. Beaucoup de gens qui se pensent ou qui se disent écolo vont souvent adopter un peu par défaut l'idée que plastique égale pas bien pour l'environnement. Alors ça, c'est évidemment vrai dans beaucoup de situations. Mais donc, apparemment, une étude 25 août 2023, donc très récente, cette semaine, nous dit que les pailles en papier contiennent plus de produits chimiques hautement toxiques, principalement les substances PFAS, perfluoroalkylées, selon une étude. Servant probablement de revêtement étanche, certains de ces composés mettraient des milliers d'années à se dégrader dans l'environnement et représentent un risque pour la santé. Alors ça, c'est assez surprenant, j'étais pas au courant. Je savais qu'il y avait un produit à l'intérieur. Il y avait pas juste le carton, quoi. Parce que il faut le revêtement pour que la paille soit étanche. Mais j'étais pas au courant que c'était un produit qui pouvait avoir ces effets-là, quoi. Ok. Donc en fait, c'est assez gênant. Ouais, en fait, c'est les pailles en plastique. Les pailles en papier, les toutes premières, elles se dissolvaient, et je sais pas si là on parle de les pailles qui se dissolvent, ou de nouvelles pailles qui auraient un revêtement comme ça mais du coup c'est plus toxique pour le, je sais pas. Pour le contenu ou pour l'environnement en termes d'émissions de CO2? Alors sur les émissions de CO2, je vois pas s'ils ont fait une étude sur les émissions de CO2. En fait, je pense que là, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment sur la dégradation. Ouais, c'est sur la dégradation du matériau dans la nature. En fait, c'est ça. C'est ça, ouais. Voilà, c'est ça.
Donc c'est en fait une forme de pollution, mais c'est pas sur les émissions de CO2, c'est pas sur le climat du coup. C'est un autre problème écologique, c'est-à-dire le fait que ces substances-là restent dans la nature. Moi, j'ai envie de dire du coup, ouais, parce qu'en fait le titre, c'est encore une fois le titre de l'article donne l'impression, ouais, ils disent plus toxique, d'accord. Ils disent plus toxique. Est-ce que si ça émet beaucoup moins de CO2, est-ce que c'est quand même pas une bonne chose? On sait même Faudrait pas une étude comparée des deux choses. On sait même pas si ça émet moins de CO2 parce que moi je voulais aussi parler de ça. En fait, moi je veux utiliser ce sujet pour ouvrir un sujet un peu plus large. C'est en fait vas-y. toutes les solutions écologiques qui tombent sous le sens. Et après quand on creuse un petit peu, on se dit attends, est-ce que c'est vraiment plus écologique ou est-ce que ou pas? Par exemple, si on prend le cas des voitures électriques, selon l'usage que tu vas en avoir, par exemple, si tu viens d'acheter une voiture thermique, le fait de te dire ah maintenant je veux être écolo et d'acheter tout de suite une voiture écologique n'est pas écologique en fait. C'est un exemple, tu vois. Exactement. Et le fait par exemple d'utiliser des sacs, alors ça c'est moi ça m'a toujours posé question, c'est l'histoire des sacs. On a supprimé les sacs en plastique parce que il y avait trop de plastique dans l'environnement. Mais moi, ce qui me fait peur personnellement le plus, c'est quand même les émissions de CO2. Parce qu'il y a des émissions de CO2 à un degré assez fou, et que c'est le premier impact qu'on ressent, c'est la température sur l'environnement. Et la température, c'est le CO2 qui le cause, c'est pas les bouts de plastique dans l'environnement. Et du coup, deux problèmes séparés. Voilà, quand on regarde, moi j'avais regardé un article sur le tote bag, où justement sur le tote bag, on nous disait, il y avait carrément une association de Zero Waste qui disait aux professionnels d'arrêter de créer des goodies de tote bag, d'arrêter d'offrir des tote bags, que c'était une catastrophe en fait d'offrir des tote bags. Est-ce que tu sais combien de fois il faudrait que ça utiliser pas mal d'eau? Voilà, est-ce que tu sais combien de fois il faut utiliser un tote bag pour que ce soit moins polluant en consommation en CO2 que de juste réutiliser à chaque fois, d'utiliser un nouveau sac en plastique à chaque fois? Aïe, 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 aïe. Ça va être un truc énorme à tous les coups. Alors, il y a plusieurs estimations. La plus basse, c'est 130 utilisations. Donc, en gros, ça consomme 130... 135 ça demande 130 fois plus de CO2, quoi. Donc si ça consomme 130 fois plus de CO2, si vous voulez pas émettre plus de CO2 en utilisant un tote bag, il faudrait l'utiliser 130 fois pour compenser les 130 fois où vous avez pas utilisé en fait un sac en plastique, tu sais les tout petits sacs en plastique fin là. Mais là c'est vraiment l'estimation la plus basse parce qu'il y a un autre rapport qui est paru en 2018 qui lui donne un autre chiffre en fait, un autre nombre. Aïe. C'est le ministère de l'Environnement, de l'Alimentation danois. Et eux, ils donnent des chiffres assez affolants. Ils disent 7000 fois pour un sac en toile conventionnelle et 20 000 fois pour un sac en coton biologique. Oula, ah oui, d'accord. Ah oui, donc si c'est dans cet ordre de grandeur-là, ça voudrait dire quelque chose comme 20 ans. Faut que tu gardes ton sac 20 ans et que tu l'utilises vraiment... tous les jours, quoi. Si tu utilises tous les jours pendant 20 ans... Bah ouais, parce qu'en fait, il y a une énorme... bon, c'est pas très réaliste. Une énorme utilisation d'eau. On oublie souvent parce qu'on voit le textile devant nous. Et on se dit, bah voilà, c'est un petit papier, quoi, c'est un petit sac. Et en fait, pour faire chaque sac que vous voyez, en fait, il y a, pour la production d'1 kilo, il y a plusieurs milliers de litres d'eau utilisés. Et pour obtenir ce litre d'eau, c'est souvent énormément d'énergie dépensée. Et si vous le prenez pas en compte dans le calcul, ça peut contrebalancer en fait assez violemment. Et il y a aussi cet effet pervers que quand vous demandez un truc en coton bio, pourquoi vous demandez un truc en coton bio en fait? C'est ça qui est intéressant, c'est pour l'alimentaire, moi je comprends les gens qui demandent du bio, moi-même j'essaie de prendre bio dès que possible, parce qu'en fait dans l'aliment il y aura pas de pesticides, ou du moins il y en aura beaucoup moins, puisqu'il y a des maximums autorisés, tu vois. Et du coup, il y en a certains qui auront pas, ouais. Voilà, donc pour la santé, quand tu vas manger ça plutôt que manger un truc full pesticides, théoriquement c'est moins problématique. Mais et là ce qui est intéressant, c'est pour le tote bag, les associations demandent arrêter de faire des tote bags en coton bio parce que il y a pas assez de coton bio et on aimerait pouvoir l'utiliser plutôt sur des sous-vêtements
où là ça serait utile. Bah oui. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Il y a plein de trucs où tu te dis bah oui mais moi je vais être, tu sais, tu te lèves un matin, tu te dis ça y est, maintenant je suis éco-responsable, et vu que les informations ne sont pas de bonne qualité, et le pire de tout c'est que les informations qui remontent c'est souvent pas les meilleures, on se retrouve à dire bon bah maintenant si je veux vraiment être écolo, il me faut mon tote bag en coton bio, etc. Mes pailles en carton, et au final en fait c'est pas optimal quoi. Mais ça, c'est typiquement, en fait, les produits lifestyle écolo qui sont marketés pour les gens qui veulent, enfin, qui, on va dire, sont dans la vibe écolo, dans l'étiquette écolo, et donc ça devient une catégorie marketing, et on regarde même plus du tout, en fait, les impacts différenciés et qu'est-ce qui maximise ou minimise plutôt l'impact sur le climat. Enfin, ouais. C'est dommage, malheureusement, c'est beaucoup trop répandu, hein. Moi, j'ai un peu peur quand même avec ça. C'est que j'ai peur que les gens, ils essayent, et après tu leur dis, mais non, en fait, ça marche pas, ça, et qu'ils abandonnent, tu vois. Parce qu'ils se disent, bon, bah, je vais juste prendre un sac traditionnel plastique à chaque fois, et je vais même plus essayer de réutiliser les sacs. C'est pas ça, genre, il y a des entre-deux, quoi. Il va falloir être subtil de la manière dont on apporte les informations, parce qu'on veut pas non plus dire aux gens, regardez, vous avez fait bien pire à prendre un tote bag. Non, c'était une bonne idée. Allez-y, continuez à l'utiliser. Maintenant, on a des nouvelles découvertes, donc on va pouvoir encore affiner notre manière de faire les choses. Je pense pas que la meilleure approche soit de dire à personne, tu te rends compte, t'as été 20 000 fois plus polluant oui. qu'une personne qui n'a absolument rien fait. Et encore, le ratio, selon les études, il varie, donc bon. Oui. Bref. Après, ça peut être une bonne manière de dénoncer le greenwashing d'entreprises qui vous proposeraient des tote bags, etc. Ça, vous pouvez critiquer aux entreprises, je pense, ce qu'ils font. Ouais, enfin, c'est juste, faut se rappeler que à chaque fois, c'est les consommations non faites sont toujours celles qui émettent le moins. Ça veut dire juste réutiliser un sac que vous avez qui traîne, enfin, le problème, c'est la fabrication de nouveaux objets. On veut minimiser ça, et on veut réparer, on veut avoir des circuits courts, du réutilisé, de l'occasion, etc., quoi. C'est vraiment cet état d'esprit-là, et pas quel truc neuf je vais acheter qui est le plus écolo. Après, bon, dans certaines situations, je sais pas, un téléphone, enfin bon, bref, non, quand même, un téléphone, tu peux trouver d'occasion, mais il y a peut-être des produits où vraiment vous trouvez pas autre chose que du neuf là où vous êtes, ou je ne sais quoi. Ou là, d'accord, mais voilà, minimiser l'achat de produits neufs globalement, quoi. Et pareil pour les pailles, au final, est-ce qu'on boit pas est-ce qu'on boit pas directement la boisson telle quelle? Est-ce qu'on a vraiment besoin de la paille, en fait? Ouais. Bon. Mais on rappelle quand même que on parle de paille, on parle de tote bag, pour ne pas parler des vrais changements de fond qu'on aurait si jamais on votait pour des gens qui n'essayent pas de faire des changements de surface. C'est aussi bien de rappeler aux gens que tous les petits changements, on leur dit c'est ta faute parce que t'as pas pris un tote bag, ou c'est ta faute parce que t'as pris une paille, etc., cache derrière tous les vrais problèmes où derrière on ne peut pas techniquement choisir que le tote bag, ben il est pas fait avec de l'eau, 4 millions de litres d'eau, ou que tel carton il est coloré. Nous on n'a pas ce pouvoir là. Le pouvoir là, il est dans les mains des États. Sauf que nous on a le pouvoir sur les États, il faut juste au bon moment s'en saisir, quoi. Malheureusement, on est dans un cas de figure où apparemment c'est que à peu près tous les 5 ans où on a un vrai impact sur l'État. Après, il y a des impacts assez significatifs qu'on peut avoir dans les autres élections. Hein. Il faut surtout pas oublier les autres élections. Mais ça coûte, franchement, au lieu de se dire oh mon Dieu, j'ai pas acheté telle paille, tel tote bag, je sais pas quoi. Est-ce qu'on peut pas prendre une journée quand l'occasion se présente pour voter pour des personnes qui vont, au lieu de culpabiliser les consommateurs, essayer de faire des changements de fond, quoi. Des changements de fond qui vont pouvoir vraiment changer les choses sans culpabiliser les consommateurs. Les consommateurs, ils veulent juste avoir des trucs cool, passer un bon moment, et derrière, tout le processus de fabrication peut changer.
en fait. Sans même causer des problèmes sur les quotidiens de la plupart des gens. La plupart des gens, si au lieu d'avoir un iPhone de nouvelle génération, ils ont un iPhone complètement réparé avec une prime et ils l'ont pour 150 € et ils se disent mais waouh, c'est incroyable. Moi-même, j'en ai fait expérience. J'ai acheté un portable reconditionné. J'ai vraiment l'impression qu'il est neuf depuis le début. J'ai aucun problème avec ce portable. Et je l'ai eu le moins cher possible. Genre, j'ai jamais vu un portable aussi peu cher. Donc, au niveau du quotidien, en fait, on n'est pas censé avoir des quotidiens qui sont empirés par le changement climatique. Le changement climatique, c'est censé au contraire faire un sursaut et nous donner les moyens de remettre en question les procédés de fabrication et de consumérisme qui sont en la défaveur de 90% de la population depuis plus de 100 ans. Et donc, cette remise en question est censée améliorer nos quotidiens, ramener de l'humain, etc., etc. Les gens ne se rendent pas compte que la crise climatique, oui, c'est une catastrophe, parce que c'est une catastrophe climatique, mais c'est aussi un moyen de se rendre compte l'intérêt du commun, la valeur du commun, et d'en reprendre possession. Et en fait, une fois qu'on aura la main dessus et qu'on pourra techniquement l'utiliser, on se rendra compte qu'on se faisait complètement spoiler, quoi. Exactement. Il y a un truc que t'as dit tous les 5 ans, je veux juste nuancer parce que techniquement, je sais, je vais être chiant, mais il est possible que il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale à un moment avant la prochaine échéance présidentielle, ce qui rebattrait les cartes, les gens, parce que des nouvelles législatives, techniquement... C'est à l'initiative de qui, ça? C'est à l'initiative de l'exécutif. Donc... C'est quoi l'exécutif? Le seul scénario, c'est Macron. Donc, le seul scénario réaliste, c'est s'il y a assez de pression mise sur Macron pour faire ça. Parce qu'évidemment, il ne semble pas vouloir le faire spontanément, bizarrement. Donc, voilà, je jette la petite bouteille. Parce qu'il faut se rappeler que techniquement, nos institutions ont ce mécanisme en place. Et ça serait un chemin potentiellement exploitable. Mais bien sûr, ça nécessiterait énormément de pression populaire, de mouvements sociaux, etc. Mais c'est pas impossible. C'est pas complètement impossible. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ok, bah d'accord. Est-ce que tu crois que dans le cadre de ces mouvements-là, est-ce que les gens auront des pailles en acier pour boire leur boisson? Je pense qu'ils vont surtout avoir des... On en a pas parlé des pailles en acier. Je pense que sur ce problème paille en carton, paille en plastique, je pense qu'il faut faire un pas sur le côté et se demander est-ce que la solution c'est pas la paille en acier ou la paille en verre? Le verre c'est hautement recyclable. L'acier aussi, non? Le verre c'est hautement cassable aussi. Je pense la paille en inox, c'est pas faux. Est-ce que c'est pas l'optimal la paille en inox? Ouais. Disons ça, ouais. Voilà. on a résolu le problème. Débat. On a résolu le changement climatique, les gens. Suivez la chaîne. Aïe. Ah là là. On aura bientôt un store de merch avec vos pailles en acier inoxydable. Oui. Alors. Officiel du rendez-nous. Bon, revenons un peu sur du sérieux. Parce que là, j'étais pas content. J'étais pas content parce que j'ai des proches qui ont défendu cet événement catastrophique. Wow, comment ça? Bah déjà, fais-nous un peu la présentation de cet événement. Alors, du coup, vous avez sans doute entendu parler un baiser forcé de la part, sur la joueuse Jenni Hermoso, de la part du président de la Fédération espagnole de football. Attendez, est-ce que j'ai bien lu ça? La FIFA précise que Rubiales et les membres de la fédération ont interdit d'entrer en contact avec Jenni Hermoso et ses proches. Donc là, c'est Rubiales, du coup. C'est un article de Libération sur la Coupe du Monde féminine de football. Donc en fait, c'était une victoire normalement, donc ça aurait pu se terminer juste normalement, quoi.
Et malheureusement, il y a quelqu'un qui a décidé, voilà, je vais embrasser je vais prendre le visage de cette personne et je vais l'embrasser sur la bouche sans aucune autorisation, sans aucune demande. Donc une agression sexuelle, hein. C'est techniquement une agression sexuelle. Les gens sont pas à l'aise avec le terme agression sexuelle. Une agression sexuelle, c'est techniquement en fait, c'est toutes les agressions qui sont à nature sexuelle, donc qui touchent selon la loi, je crois, hein, c'est les parties, les lèvres, les seins, les fesses, je crois. C'est et juste si la personne n'a pas accepté et que c'est volontaire de la part de la personne de faire ce geste, c'est une agression sexuelle. Je comprends pas où est le débat en fait. Non, c'est juste une définition technique en fait. Apprenez la définition. Et ensuite, moi, il y a le terme baiser volé que j'ai vu passer, qui était complètement problématique aussi. Euphémisme catastrophique, ouais. Donc voilà, donc moi, le problème c'est que j'ai eu des proches qui m'ont quand même dit que, donc je suis pas sûr qu'on a bien expliqué l'événement. L'événement c'est donc c'est le président de la fédération espagnole qui a techniquement Luis Rubiales fait un baiser sur une joueuse complètement forcé après une victoire. Et donc la personne qui a vécu ça a bien sûr heureusement porté plainte. Ouais. Donc la joueuse, j'aimerais bien avoir le nom de la joueuse. C'est Jenny Hermoso. Voilà. Donc Jenny Hermoso a porté plainte. Et donc il y a une attente de procédure disciplinaire ouverte. Et la personne a été démise de toute activité liée au football au niveau national et international pour une durée de 90 jours. Mais moi, honnêtement, dans mes proches, j'ai l'impression le truc est pris au sérieux. Heureusement, parce que c'est une catastrophe comme d'avoir fait ça. D'ailleurs, c'était télévisé tout ça, hein. Je sais pas si tu te rends compte la décomplexion du truc. Et en fait aussi, là, c'est enfin pris en compte par la FIFA, mais initialement, faut le rappeler, apparemment, il y a eu des menaces sur Jenny Hermoso. J'avais même pas vu, moi, ça. Rubiales et les membres de la fédération ont interdiction d'entrer en contact avec Jenny Hermoso et ses proches. Ça, c'est la FIFA qui le précise. Ils sont soupçonnés d'avoir fait pression sur la joueuse et sur son entourage au début de l'affaire pour obtenir leur soutien. En fait, initialement, ce que Rubiales a dit, c'est que c'était complètement consenti, il y avait aucun souci, etc. Et ils ont fait pression. Et ils ont essayé de faire passer le truc tranquillement, quoi. Et ouais, et le reste de l'équipe de foot féminin, elles ont protesté et je pense qu'elles ont carrément dit qu'elles joueraient plus, etc. Donc c'est pas du tout sans lutte que ça s'est fait, ce truc. Et maintenant, enfin, du coup, on a l'info que aujourd'hui la FIFA suspend enfin le président de la FEF, Luis Rubiales, quoi. Ouais, quelqu'un demande dans le chat. Dans l'attente d'une procédure disciplinaire. Mais il est suspendu apparemment, il est suspendu pour 3 mois. C'est suspendu, c'est même pas définitif, hein. Ah oui, c'est uniquement suspendu. Quelqu'un demande dans le chat, s'il fait ça devant les caméras, qu'est-ce qu'il se passe quand il n'y a pas de caméra? Très bonne question. Mais ouais, donc je te disais, moi, les proches que j'ai vus m'ont dit, oui, ce geste ne va pas, mais il n'est pas nécessaire d'en faire tout un fromage. Oh non, oh non. Ça a été la position... Est-ce qu'on peut arrêter en tant que société de justifier les agressions sexuelles en les euphémisant, en disant que c'est pas si grave, etc. Moi, mon problème, c'est qu'il y a vraiment un 2 poids 2 mesures. Qui honnêtement accepterait ça si les rôles étaient reversed? Ce serait complètement dénoncé instantanément. Il y aurait même pas de doute, il y aurait même pas un joueur masculin victoire de trucs, de coupe, etc. subit une agression sexuelle. Non, devant les caméras, le truc est complètement pris en charge directement. La personne est poussée à démissionner ou à partir. Là, la personne le président a refusé de démissionner. Et il y a apparemment, les hommes de la fédération, on nous dit dans le chat, qui auraient applaudi quand il a décidé de ne pas démissionner.
Ça, on n'a pas de source. Ah oui, pour non, ça, mais bien sûr, mais c'est de toute façon le milieu du foot, il y a énormément de sexisme et c'est un boys club en haut des fédérations de foot comme ça. Voilà, il y a une culture qui est pas ouf. Au moins la FIFA là le suspend, mais je sais pas si c'est vraiment suffisant de le suspendre 3 mois seulement pour ça. Moi, je trouve ils disent dans l'attente de procédure disciplinaire, on verra ce qui se passe. Moi, je trouve que c'est assez triste parce que souvent le football féminin, il a ce rôle soi-disant, tu vois, de rendre possible à l'image de la femme dans le sport, etc. Et là, ouais. dans le mondial, il y a un cas d'agression sexuelle à l'écran à la victoire. Enfin, on dirait que c'est fait exprès, quoi. On dirait que c'est fait exprès au stade où on en est, tu vois. Je sais pas, juste la mentalité du gars, genre c'est vraiment genre elle m'appartient, je m'autorise juste de l'embrasser sur la bouche. Enfin bon. Qu'est-ce que tu répondrais? C'est assez spécial. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dirait il aurait fallu que le président soit une femme? Parce que moi c'était ça. Moi dans les proches, on m'a dit oui mais tu vois, en fait ça montre que le problème c'est ça qui est assez catastrophique, c'est que la réponse que j'ai eue c'était dans le cas où ce serait inversé, en fait le président c'est aussi un homme, donc entre hommes il y a pas d'agression sexuelle, tout va bien. Le problème c'est de mélanger les genres, tu vois. C'était ça c'est-à-dire vraiment le truc de l'homme ne pourra pas s'en empêcher, il y aura de toute façon. Oui, d'essentialiser le comportement des hommes, de dire non mais ce sont des bêtes sexuelles, les hommes ont des pulsions, etc. C'est catastrophique ça. Vous êtes au courant que les comportements des gens sont 1000 fois plus influencés par les normes sociales, les normes de genre qui sont transmises aux gens dès la naissance par tout leur entourage, les parents, les adultes autour, les institutions, l'école, etc. Enfin, c'est ça qu'on veut, c'est contre ça qu'on veut lutter en fait. On veut lutter contre les normes de genre toxiques qui sont légion aujourd'hui. Et donc c'est pas en disant bah on va juste ne pas mettre des hommes et des femmes ensemble, genre non, il y aura des contextes sociaux où les hommes et les femmes seront ensemble, je sais pas, genre évidemment. Sinon vous êtes juste en train de en fait c'est juste conservateur sinon. C'est juste voilà, on va séparer les gens, on va faire on va mettre les gens les hommes d'un côté, les femmes de l'autre et tout et c'est pas ça la solution clairement. OK, donc quel sera moi je pense le suspendu c'est pour le moment pourquoi pas le temps, parce qu'ils ont dit que c'était le temps qui est une affaire le temps qui est une procédure disciplinaire. Ouais, on verra. Je pense que la FIFA n'a pas un super track record sur ce sujet-là. Donc on verra si les choses ont évolué depuis d'anciens trucs qui ont pu se passer autour des VSS. Mais attends, mais il y a eu en fait la procédure disciplinaire déjà. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Vers un vote de censure. Quoi que décide la commission disciplinaire de l'organisation basée à Zurich, elle ne tranchera pas le maintien en fonction de Luis Rubiales, qui sera au menu d'une assemblée générale extraordinaire de la fédération vendredi. Bah c'était hier normalement. D'accord. Donc en fait on est en retard sur la news. J'ai pas les derniers. Ok, on va aller voir du coup ce qui s'est passé hier dans le résultat de la décision à ce moment-là. Moi je pense que il a démontré qu'il était pas capable d'être en rôle de supériorité en fait, tu vois. Il était pas capable de tenir un rôle dans la hiérarchie qui serait au-dessus de personnes d'autres de femmes en fait. Cette personne n'a pas démontré. Donc il faudrait quoi? Puis surtout le pire c'est sa réaction, qui démontre qu'il a aucun regret quoi que ce soit. Il a essayé de nier le fait que c'était non consenti, etc. Donc non, pour moi c'est fini quoi. Il faut qu'il soit écarté définitivement à mon avis. Hein. Ouais. Bah écoute, moi je vais essayer de voir avec mes proches, mais bon, je pense qu'ils sont pas
trop récupérable. C'est compliqué, hein. Perdre avec ses proches, bon, moi j'ai des expériences similaires hein, sur beaucoup de sujets. Faut continuer d'essayer. Après, je peux comprendre que certaines personnes abandonnent à parler à des proches qui juste. Je crois que le problème pour certaines personnes, le problème pour certaines personnes, c'est que de leur vivant, elles ont vu ce genre de choses se faire de manière complètement décomplexée et ne poser aucun problème. Et ces personnes-là ne sont pas capables de comprendre qu'aujourd'hui c'était pas valide à l'époque, mais aujourd'hui c'est pas valide et il y a un consensus derrière ça, tu vois. Je pense qu'il faut se mettre. C'est vrai que parfois ça peut être assez douloureux ça peut être assez douloureux parfois de se rendre compte que mince en fait tel événement dans mon passé c'était en fait problématique, c'était pas juste oh là là juste il force un peu je sais pas quoi, non en fait c'était vraiment un truc assez grave et en fait tu dois remettre en question pas mal de choses dans ton passé si t'as vécu dans les dernières décennies où des choses comme les agressions sexuelles, le viol conjugal, des choses comme ça étaient beaucoup plus courants, normalisés qu'aujourd'hui, quoi. Il y a plein de gens, en fait, il y a plein de gens qui ont même été par le passé eux-mêmes auteurs de ce genre de choses. Et peut-être c'est un problème d'ego aussi, où ils se disent merde, si moi je l'ai fait, ça peut pas être une mauvaise chose, tu vois. Parce que là, il y avait une normalisation. Même quand j'étais tout petit, il y avait encore, c'était complètement normalisé. Le pincer les fesses des femmes, c'était quelque chose de normal encore quand j'étais tout petit. Je sais pas si tu partages normal du point de vue des gens. C'est pas normal en fait comme concept. Ouais, les mains aux fesses en général, c'était un truc encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont très étranges autour de ces choses-là, hein. Mais ouais, le truc de tu dois remettre en question des trucs que toi-même t'as fait. Enfin, beaucoup de personnes ont commis des choses très problématiques et c'est compliqué pour elles d'admettre le truc. Et moi aussi, je veux faire un point là-dessus parce que il y a aussi un problème autour de ça. Je trouve dans certains mouvements progressistes, il y a un abandon de l'idée de mettre en place une justice réhabilitatrice. Et malheureusement, il y a aussi une pensée existante où les gens sont en fait écartés socialement presque à vie, presque sur le long terme de leur cercle social, ou de la vie publique ou de choses comme ça, dès lors qu'il y a un problème, par exemple, de violence sexiste et sexuelle. Alors que, est-ce que ça serait pas plus sain, voilà, c'est ça que je veux dire, est-ce que ça serait pas plus sain que si la personne a purgé sa peine dans le système légal, évidemment, si jamais c'est passé par le système légal, mais on sait que dans beaucoup de cas, malheureusement, la police, la justice, etc. ne suffit pas parce que juste c'est des systèmes qui fonctionnent extrêmement mal aujourd'hui pour traiter ces problèmes-là. Donc il y a l'aspect légal, mais si la personne a l'air d'avoir compris le problème avec ce qu'elle a fait, et on peut penser raisonnablement que la personne va pas recommencer demain des faits comme ça, je pense qu'aussi il faut encourager la réhabilitation, parce que moi je pense qu'il y a beaucoup de cas de gens qui peuvent pas admettre ce qu'ils ont fait parce que il y aurait un sorte de cancel à vie si jamais t'as été l'auteur ou l'autrice d'une violence sexiste et sexuelle. Je sais pas ce que t'en penses de ça. Si, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire que toutes ces personnes-là qui sont pas à l'aise avec ce qu'ils auraient pu faire, etc., là, la situation qui est en train d'émerger, c'est une situation dans laquelle il y a aucun chemin vers lequel cette personne peut dire qu'elle a fait quelque chose, essayer d'en payer le prix et essayer de sortir de tout ça en tant que meilleure personne et en tant que personne valide au sein de la société. Et du coup, malheureusement, ça pousse les gens à juste garder ça. Ou après, bon, là on parle
moi je pense que ce qu'on est en train de dire, c'est plus quelque chose de théorique. C'est-à-dire que il faut techniquement qu'il y ait un chemin qui soit proposé, qui soit bénéfique, tu vois. Mais dans les faits, c'est vrai que dans les faits, l'amplitude du problème fait que je comprends la gestion assez nucléaire des situations qui peut y avoir. Maintenant, il faut comprendre que oui, c'est vrai, c'est un cul-de-sac pour des gens qui seraient dans des situations où il leur est arrivé, ils ont fait quelque chose. Et maintenant il se passe quoi? Ils se rendent compte qu'ils ont violé quelqu'un, par exemple? Ils sont quoi? Bah ouais, c'est des choses qui arrivent. Ils se rendent compte qu'en fait, un rapport qu'ils ont eu il n'y avait pas de consentement de l'autre partie et c'était techniquement un viol. Ah ouais, genre donc la personne a un degré 0 de compréhension du consentement et genre 5 ans plus tard, elle se rend compte, ah ouais, non, en fait, j'ai fait n'importe quoi, etc., c'est ça? Ouais, je sais pas, énormément d'hommes notamment ne remarquent ou ne comprennent même pas le concept de consentement et se rendent pas compte des pressions qu'ils mettent de diverses façons autour de ces choses-là. Donc voilà, et le truc c'est que en fait si une personne dans ce cas-là s'en rend compte, il faut qu'on puisse mettre le terme sur ce qui s'est passé et que la personne puisse comprendre ce qui s'est passé. En fait, on veut que les gens changent, on veut que les gens changent de comportement, on veut que les gens comprennent ce qu'il y a de problématique dans ce qu'ils ont fait, pourquoi, etc. et comment faire autrement. Donc il faut énormément d'éducation autour de ça. Il faut qu'on en parle plus, il faut qu'on en parle à l'école du consentement, c'est super important, il faut que les gens soient formés à ça. Même je sais que dans les entreprises, il y a des formations autour de ça, ou des interventions et tout. Un exemple concret, il faut que la culture change. Le Luis Rubiales, du coup. Si jamais là, il est viré de sa position, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse et combien de temps on va attendre pour qu'il puisse reprendre un poste similaire, tu vois? Comment ça fonctionne? Je sais pas, qui juge que cette personne n'est plus dans une situation problématique, tu vois? Déjà, il y aura une réponse légale. J'ai pas vu s'il y avait une plainte aux yeux de la loi qui avait été déposée, mais on verra s'il y a quelque chose sur la voie légale. Donc déjà, est-ce qu'il a purgé sa peine au niveau de la loi? Donc je sais pas, une condamnation, je sais pas quelle condamnation ça serait. Mais après, il faut qu'il y ait des signes, il faut que tous les voyants soient retournés au vert sur le comportement de la personne. C'est ça le problème. Donc, qui juge des voyants? Vert, rouge. Bah ça, c'est vraiment au cas par cas, parce que là, ce dont je parlais, c'est plutôt des cadres de personnalités publiques. Ouais, mais justement, cette personne-là, publiquement, etc. Cette personne-là, quand est-ce qu'elle peut reprendre sa profession? Bah, par exemple, si elle déclare publiquement, si elle énonce publiquement et d'une façon qui semble complètement sincère, en expliquant pourquoi c'est problématique ce qu'elle a fait, semble etc. sincère. Et ouais, mais du coup j'ai pas fini. C'est genre et aussi. Ouais, mais je t'interromps quand même. Ne recommence pas pendant une certaine durée. Mais c'est vrai que c'est super compliqué. Ça dépend aussi de la gravité des faits. Là en fait, ce qui me semble super grave, c'est surtout la réponse après le fait. Le fait lui-même est grave et la réaction est catastrophique. Et donc là, j'avoue que là, je vais avoir besoin d'un bon moment avant de considérer que cette personne peut exercer un rôle élevé hiérarchiquement avec du pouvoir sur autrui, notamment sur des femmes, etc. Bien sûr, oui. C'est très compliqué. Je dis pas que c'est facile. Non, c'est très compliqué, mais du coup, ouais, il faut faire attention à la situation dans laquelle on pourrait s'enfermer où on est en train de défendre de la justice punitive sans possibilité pour les personnes jugées de pouvoir redevenir des membres de la société, quoi, des citoyens normaux. Ouais. Et oui. Du coup, bon. moi j'aimerais quand même sur cette news parler d'un petit sujet quand même. Allez, vas-y. Je suis hyper content que les curseurs bougent. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai.
Et quand mes proches m'ont dit mais non, c'est complètement normal, moi j'étais là à dire non, vous dites n'importe quoi. Et le fait que chacun d'entre nous au quotidien, on est en train de, il faut vraiment imaginer ça comme un jeu de tir à la corde. C'est un jeu de tir à la corde débile. Mais c'est une réalité. Chaque jour au quotidien, quand il y a des propos que les gens tiennent ou que vous tenez, vous êtes en train de tirer sur la corde. Il y a une corde, il y a quelque chose qui est considéré comme normal, qui est le centre de la corde, et on est capable de tirer tous ensemble. Les gens sont capables de changer de direction, c'est-à-dire ils peuvent juste arrêter de tirer sur la corde, et puis ils se disent ah merde, en fait c'est plus logique là-bas, ils peuvent aller de l'autre côté, tirer avec vous, et en fait on est en train de bouger les curseurs. Bouger les curseurs, ça veut dire on est en train de changer ce qui est considéré comme normal, pas normal, et on le voit de notre vivant, c'est-à-dire maintenant l'information circule tellement vite. Vous savez qu'il y a des centaines d'années, les gens n'étaient même pas capables de voir les modifications qu'il y avait dans le temps. Ils avaient des vies tellement lentes par rapport aux évolutions technologiques, techniques, ils ne se rendaient même pas compte que le monde changeait. Pour des gens, juste pendant toute leur vie, c'était quasiment la même chose. Et nous, maintenant, on est dans telles échelles de communication. On a vécu, les historiens sont pas assez rapides pour tout catégoriser, etc. Mais on a peut-être vécu 18 époques différentes dans les 30 dernières années. Maintenant, depuis qu'on a Internet, on a des choses qui se passent en une semaine. Là, ce dont on est en train de parler, si on en parlait la semaine prochaine, personne comprendrait pourquoi on parlerait de ça. Alors qu'il y a 10 ans, ça n'aurait eu aucun sens d'agir comme ça sur l'information. Et du coup, il faut se rendre compte que de notre vivant, on est en train de voir les curseurs bouger. Et c'est incroyable, c'est une expérience. En fait, on se rend compte, malheureusement, il y a le revers de la médaille qui est qu'on se rend compte à quel point les curseurs sont pas du tout au bon endroit, tu vois, parce qu'on les voit bouger, on se dit mais qu'est-ce qu'ils foutaient là? Mais de la même manière, on se dit waouh, de notre vivant, on peut les bouger d'un point A à un point B, on peut les amener, on peut amener le fait de faire ce type de choses de un truc à peu près normalisé à un truc complètement anormal. Cette personne doit être virée, tout le monde, il y a un consensus là-dessus aujourd'hui. Et ouais. Non, c'est vrai, ça fait vraiment plaisir de voir les évolutions, hein. Il y a beaucoup de travail qui reste à faire, mais voilà quoi, il y a quand même du changement, Les luttes payent, la lutte féministe. Et ouais, c'est de très longue haleine, ces choses-là. Là, vous en rendez compte. On n'arrive même pas à s'en rendre compte parce que on peut pas voir le cheminement des actions qui a permis au curseur de bouger. Mais peut-être il y a 10 ans, 15 ans, vous avez fait une petite réflexion pendant un repas de famille et cette réflexion-là que vous avez fait a participé à tout ça. Et vous vous en rendrez jamais compte, vous verrez jamais le big picture, vous verrez jamais les chaînes de causalité qui ont causé une autre personne que vous avez rencontrée à parler à une autre personne que vous avez rencontrée à parler à une autre personne à parler à une autre personne, et toutes ces personnes là au final on est à l'échelle d'une société et maintenant on trouve complètement anormal ce type de situation, tandis qu'il y a des dizaines, des cinquantaines d'années, bah oui, c'est une femme, bon voilà, le mec l'a embrassé, bon qu'est-ce que tu vas faire, tu vois, c'était ça le statu quo. Et moi j'ai pu violemment dire à mes proches non, vous dites n'importe quoi. Et heureusement, du coup, j'étais pas considéré comme un fou. J'étais pas considéré comme un féministe. J'étais normal dans cette situation. J'étais complètement normal dans cette situation. Et eux se sont ridiculisés complètement. Et oui. Et je pense qu'il faut que le camp progressiste au sens large soit plus prêt encore qu'aujourd'hui à ouvrir sa bouche, à prendre la parole, à s'exprimer et à oser bouger les curseurs et contredire à chaque fois qu'il y a un propos réactionnaire, que ce soit sexiste, raciste, homophobe, etc., etc. Parce que voilà, c'est ça marche en fait. Les gens, ça marche. Genre, c'est comme ça qu'on a eu les évolutions des dernières décennies, et il faut juste continuer à le faire. On nous dit dans le chat, virer un employé qui refuse les avances sexuelles est interdit que depuis 1992. Ça, c'est incroyable, hein. C'est-à-dire avant, tu pouvais littéralement virer ton employé, tu lui proposes, tu lui fais des avances sexuelles, elle dit non, et tu pouvais la virer.
Désolé, licenciement. Non, mais les droits des femmes sont arrivés tellement tard en France. Il n'y avait pas de cas particulier pour protéger les femmes sur ça, ouais. C'est vrai, hein. C'est vrai. Bon, sur tout ça, je propose qu'on passe au segment questions-réponses. Donc, juste pour vous rappeler le fonctionnement, vous pouvez soutenir ce contenu. Donc, c'est un podcast hebdomadaire. Toutes les semaines, nous vous proposons ce contenu-là. Et en échange, vous pouvez aussi poser une question et nous dédierons un certain temps pour y répondre pendant cette section questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, soit si vous êtes en live, vous avez le lien directement dans le chat, soit si vous nous écoutez en VOD, vous pouvez aller sur neutropedia.fr et vous trouverez le lien pour faire un don. Voilà. Ouais, sur coffee.com/padmuch. Oui. Alors, est-ce qu'on a des questions cette fois-ci? Je crois qu'on a eu une question pendant le live, là. On a une question de Fernaël qui nous demande « Ces derniers jours, on a vu des gens de la commu commencer à créer du contenu neutre et d'autres manifester une envie d'en créer. » C'est pas faux. Alors, tentez de créer un collectif autour de vous avec des gens basés? Est-ce qu'on est tenté de créer un collectif? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, ça marcherait comment, un collectif? Est-ce que c'est à l'image de ce que tu fais déjà actuellement, de promouvoir un petit peu les contenus qui sont créés autour de ta sphère? Ou ça serait plus officiel, peut-être sous une forme légale ou des choses comme ça? Je sais pas. En tout cas, si c'est créer quelque chose de plus officiel, je sais pas trop sous quelle forme ça pourrait être, hein, parce que pour ça, il faut quand même pas mal de moyens, notamment financiers, mais etc. Donc, je pense que il faudrait des fonds, il faudrait des fonds genre phénoménaux. Il faudrait peut-être un crowdfunding énorme de 100 000 euros pour pouvoir lancer toutes ces personnes. Parce qu'en fait, moi, j'ai énormément de mal avec l'idée que ces personnes doivent créer du contenu, mais genre s'ils font partie d'un collectif et tout, on est dans une logique de production de contenu, etc. Mais derrière, qu'il n'y ait aucun moyen financier pour payer cette production de contenu, etc. Donc, ça a toujours été mon problème personnellement. Tu peux parler, hein, si tu veux. En tout cas, En tout cas, on boostera. Non, désolé, parce qu'il y a de la latence. Hein. Désolé, les gens, il y a une latence pas possible aujourd'hui. Donc, on boostera. En tout cas, si les gens sont motivés et font du contenu comme les gens autour de nous commencent à en faire, c'est vrai, ces dernières semaines, on soutiendra, on fera de la pub. Ça, encore une fois, on n'est pas du tout anti-pub, nous. Hein. Justement, on est pro-pub pour tous les trucs positifs et on est pour faire un maximum de pub pour tout ça. Donc, franchement, lancez-vous. Hein. Je dis souvent ça, mais on n'a pas assez de créateurs et de créatrices de contenu dans notre camp. On n'a pas assez de diversité de contenu avec différents tons, différentes formes, des trucs hyper créatifs, inventifs, des vidéos, des podcasts, des streams, des musiques, des films, etc. Genre, il faut vraiment un maximum de différentes choses qui ont le même message de fond pro-intérêt général, mais avec une diversité de tactiques, quoi. Hein. Donc, si vous êtes tenté, lancez-vous, c'est le moment ou jamais. Je pense que sur la scène Internet, la gauche et le camp progressiste au sens large est quand même un peu en train de faire un comeback par rapport à l'époque où c'était massivement extrême droite un peu partout sur les réseaux sociaux, YouTube, les forums, les trucs comme ça. Moi, je le vois. Hein. Je vois l'évolution culturelle. Ça va dans le bon sens. Et c'est en ayant plus de bras, plus de personnes au charbon qu'on continuera de gagner du terrain sur toutes ces choses-là. Et moi, je suis pour qu'on soutienne au maximum toutes ces choses avec la plateforme encore modeste qu'on a déjà. Mais voilà. Juste pour vous rassurer sur quelque chose, je pense qu'il y a jamais un moment où on va se dire oh non, ne créez pas de contenu, on vous empêche de partager votre contenu.
à part si le contenu que vous partagez, vous pouvez pas justifier que c'est littéralement de l'obscurantisme, vous êtes en train de répandre des fausses informations, là, ça sera complètement empêché. À part ça, si vous produisez du contenu, nous, on a été traumatisés, j'aimerais vous le dire. On a énormément de mal à partager le contenu. Il y a une sorte de mentalité vraiment étrange où si tu écris un message textuel avec toutes tes idées, les gens diront ouais, bravo, c'est super ton message textuel que tu viens de partager dans un forum perdu, paumé sur internet. Mais si tu essaies de créer du contenu et de demander du soutien aux gens qui aiment les idées dans le contenu, tu essaies de dire regardez, j'ai créé ce contenu, du coup les idées que je vous aurais mis en texte, maintenant elles sont dans une vidéo et je vous propose de propulser cette vidéo pour que des gens qui ne connaissent pas ces idées puissent tomber dessus grâce aux algorithmes des plateformes. Là, on va considérer que tu fais de la publicité vers ton contenu et tu auras donc la petite étiquette publicité mise sur ton message et on va te dire la publicité est interdite ici, vous êtes banni complètement. Moi, ça me l'a fait à des dizaines de reprises. J'essaye de créer du contenu pour informer. Si je peux pas le poster, et ce qui est fou, c'est si jamais t'as déjà du succès, on considère pas que c'est de la pub, on considère c'est juste c'est la nouvelle vidéo de tel créateur de contenu, tu vois. Ah oui, c'est la dernière vidéo de tel créateur de contenu, ben vas-y, poste là, y a aucun souci. Mais si moi je crée du contenu et j'essaye d'émerger, j'essaye de proposer un contenu nouveau, là on va dire non, cette personne-là n'est personne, et on va complètement nier le contenu qu'elle propose. Or, moi je serais pour qu'on arrête de regarder les chiffres, qu'on regarde la qualité du contenu elle-même, et si c'est de la merde, dites-le moi. Enlevez la vidéo en disant votre contenu est pourri. Et voilà. Et du coup, une personne qui a 0 abonné, qui propose mais juste argumenter, contenu... s'il vous plaît, sur qu'est-ce qui va pas. Ça, oui, argumenter sur ce qui va pas dans le contenu. Mais une personne qui a 0 abonné et qui propose un contenu qui a de la qualité dedans, quel que soit le sujet, etc. Ce contenu-là n'a aucune raison d'être considéré comme de la pub, de l'autopromotion, je ne sais quoi. Cette personne propose un contenu, et si ce contenu est valide, il doit être partagé parce il doit être partagé vis-à-vis d'en face. Quand eux font des contenus de merde, ils les partagent. Les gens qui font des contenus avec des idées de merde, eux, ils se gênent pas pour se partager les uns les autres. Donc nous, à chaque fois qu'il y a des nouveaux acteurs qui proposent du contenu de qualité, il faut les propulser. Il faut les propulser. Et je vous rappelle que le camp d'en face, ils sont très 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 bons. Ils ont compris tout ça. Et donc, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui émerge, qui commence à créer une chaîne YouTube, créer un stream réactionnaire avec des idées catastrophiques, et très rapidement, il intègre, il se fait booster par les plus gros influenceurs de ce bord politique-là. Et ils savent très bien faire de la cross-promotion, à s'inviter les uns les autres dans les événements, sur les chaînes YouTube, les trucs qui ont le plus d'abonnés, etc. Ils le font très bien. Et je pense que le camp progressiste est plutôt en retard là-dessus, et il y a une certaine toxicité qui est délétère. Hein. En fait, il y a un truc, ouais, je pense que je vais essayer d'expliquer pourquoi il y a cette mentalité, ok? Vas-y. Je pense que cette mentalité, elle vient du fait que on a un problème, je sais pas d'où ça vient, les gens soutiennent des personnes au lieu de soutenir des idées. Et croient qu'en soutenant le contenu de quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, ils vont soutenir la personne elle-même. Et donc, je pense qu'ils ont peur que cette personne se révèle plus tard faire du mauvais contenu et être une mauvaise personne, et qu'on pourra leur dire oui, mais regarde, tu t'es associé avec cette mauvaise personne par le passé, alors qu'on devrait pouvoir être capable de dire cette vidéo était bonne. Aujourd'hui, cette personne, on sait que c'est un connard et j'en ai rien à foutre. À l'époque, j'avais soutenu du bon contenu. Et Exactement. Ne pas avoir un backlash de cancel sur une personne qui aurait soutenu. Par exemple, tu peux écouter une vidéo de Bégodeau, dire dans cette vidéo, Bégodeau, il a eu des bonnes idées, et ensuite vivre les élections présidentielles de 2022 et dire, voilà, Bégodeau, en 2022, il a eu des positions catastrophiques sur l'élection. Et Exactement. La personne en face, quand elle va dire, mais tu aimes ou pas Bégodeau? Non, arrêtez de dire tu aimes ou pas. Moi, j'ai jamais rencontré Bégodeau. Moi, je dis juste que ces idées, telles que présentées dans le cadre des élections en 2022, étaient néfastes. Voilà. Et je dois être capable de dire ça, et à la fois capable, si demain il sort une bonne vidéo, de dire, voilà, dans cette vidéo, il a eu des bonnes idées. C'est ça. Et du coup,
je pense que c'est ça le problème qu'ont beaucoup de personnes, surtout des gens qui ont beaucoup d'influence, parce que c'est des gens qui vivent grâce à la notoriété. Donc dans le camp progressiste, si on est sur une culture dans laquelle une personne pourrait perdre sa notoriété et perdre son influence parce que elle aurait eu des accointances avec une personne qui aujourd'hui est considérée fasciste ou je ne sais quoi, bah je pense qu'il y a beaucoup en jeu et que c'est peut-être pour ça que les gens se réservent de promouvoir du contenu quand ils connaissent pas trop la personne qui est derrière. Malheureusement, il va falloir commencer à promouvoir les idées. De toute façon, il va falloir qu'on sorte de cette mentalité où c'est les personnes qui font les choses. C'est les idées qui sont importantes et c'est les idées défendues dans les contenus qui sont apportés. Et oui. Mais en fait, c'est ça. Et puis appel aux influenceurs et influenceuses d'ignorer ces gens-là aussi, parce que bon, c'est pas parce que vous avez 30 personnes sur Twitter qui essayent de vous dire ah mais il y a 10 ans vous avez fait une vidéo avec un tel une telle alors que la personne à l'époque n'avait pas du tout des positions problématiques qu'elle pourrait avoir aujourd'hui, etc. Vous pouvez ignorer c'est les gens qui vous disent ça. Et bon, après je sais que c'est pas facile, parfois il y a des shitstorms, des choses comme ça qui arrivent, mais après il faut argumenter sur pourquoi c'est pas un problème et il faut arrêter. En fait, le problème principal, c'est l'essentialisme, hein. C'est quand même, ça reste toujours ça. C'est les gens qui essentialisent des idées à des personnes. Et c'est un peu la racine de énormément de problèmes structurels, hein. Et après, je vais faire d'une paire de coups. Il y a toujours le bouche à oreille, hein. Donc, si vous aimez, par exemple, le Rendez-nous, et que, pour le moment, on n'a pas trouvé trop de gens qui avaient de l'influence pour partager ce contenu, vous-même, en fait, les 100 personnes qui écoutaient ce contenu régulièrement, vous avez de l'influence. Et vous pouvez, dans votre entourage, partager les contenus qui vous plaisent. Et du coup, vous avez ce pouvoir d'augmenter du coup le nombre de personnes qui regardent un certain contenu. Donc ça peut être le Rendez-nous, mais ça peut être n'importe quel autre type de contenu. Vous avez techniquement ce pouvoir. Et c'est comme ce dont on parlait sur les 1% d'impact climatique de la France. Même si quelqu'un va vous dire oui mais toi tout seul qu'est-ce que tu vas changer là-dedans, c'est pas pour ça que y a pas d'autres gens qui vont le faire en même temps que vous et que ça va pas avoir un impact notable. Exactement. Bon, j'espère que la réponse vous a satisfait. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Il y a une question, on l'esquive depuis longtemps. Et là, je propose qu'on la réponde en freestyle, complètement. Ah ouais? Ouais. Carrément, bah vas-y. On n'a rien compris à la question. Oh donc non. à chaque fois on se dit on va étudier la question tranquillement, etc. pour pouvoir répondre. Non, là on n'a rien compris, on n'est pas des experts en agriculture cellulaire. Donc on va essayer de répondre tous ensemble, ok? Ça va être un exercice. D'accord. Que pensez-vous de l'agriculture cellulaire? Croyez-vous qu'on puisse la développer à grande échelle? Pensez-vous qu'elle puisse régler des problèmes d'exploitation animale et réduire l'impact de l'agriculture sur le réchauffement climatique? Je pense que par agriculture cellulaire, on parle de développer des steaks en laboratoire. Exactement. C'est exactement ça. Donc c'est les avancées en ingénierie tissulaire, sciences des matériaux, qui nous permettent de concevoir de nouveaux modes de production de produits tels que le lait, la viande, les parfums ou encore la corne de rhinocéros à partir de cellules et de micro-organismes. Mais concrètement, bien sûr, le truc le plus connu, c'est la viande de synthèse, en gros. Bon, après, donc déjà, là, je lis juste le Wikipédia, hein. Le premier steak artificiel, en 2013, avait coûté 250 000 euros à être produit. J'imagine qu'entre-temps, ça a beaucoup chuté le prix. Je pense que ça a chuté genre assez massivement et que c'est beaucoup plus bas aujourd'hui, mais ça reste moins compétitif, évidemment, que abattre des animaux. Ok, je vais avoir une take là-dessus. Fais ta take, vas-y. Tant que c'est pas plus écologique que les... Comment ça s'appelle? Émincés de pois? Ah oui. J'ai trouvé des émincés de pois, il y a plus de protéines. Et honnêtement, une fois que c'est cuit, assaisonné, je ne sens aucune différence. Je l'ai servi à quelqu'un.
dans un burrito. La personne a kiffé le burrito. Je lui ai dit, t'as pensé quoi de la viande? Il m'a dit, c'était quoi? C'était du porc ou c'était du... Je dis, non, c'était du tofu, c'était du soja. Et là, moi, mon préféré, c'est des émincés de petits pois jaunes. Et c'est texturé, en fait. Et en fait, c'est pas juste une purée ou quoi. C'est vraiment, une fois que tu l'as mis dans ton plat, ça ressemble à de la viande, quoi. Ouais, c'est petits morceaux et tout. Bien sûr que ces trucs-là, c'est encore en agriculture, monoculture, tu vois. Mais c'est déjà beaucoup mieux que d'élever, de faire des monocultures pour nourrir les animaux après, tu vois. Donc tant que c'est pas plus rentable écologiquement et financièrement que juste les émincés texturés de pois jaunes, pourquoi est-ce qu'on fait pas juste découvrir ça aux gens? Et pourquoi on commence pas juste à manger ça et remplacer déjà la viande existante par ça? Parce que moi j'ai un peu peur qu'on tombe dans le piège de dire ouais bon, tant qu'il y a pas la viande faite en laboratoire, je continue à manger mon steak, alors que honnêtement vous passez à côté de pas grand chose quand vous essayez des alternatives, et il y a plus de protéines en plus. Et ouais, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Après, je pense qu'on poursuit en parallèle, bien sûr, les recherches sur l'agriculture cellulaire. Oui. Et si on peut le faire, bah ça va être super, quoi. Ça va être super, mais bon. Et après, il faudrait étudier l'aspect écologique, parce que les monocultures, il y a un impact écologique, faut le reconnaître. Et peut-être que le truc fait en laboratoire, ce sera tellement optimisé, j'en sais rien justement. J'ai dit que j'étais pas expert, donc je sais pas. Mais peut-être que ce sera tellement optimisé qu'on sera à un stade où on pourra juste avoir genre juste générer comme ça la viande. On verra. Les gens qui avaient goûté la viande, je crois qu'ils avaient dit qu'en plus c'était ça avait un goût différent parce qu'il y avait pas les filaments, etc., etc. Je crois que les personnes ils avaient dit que ça avait l'air cuit bizarrement et tout. Je pense que pour répondre à la question, que pensez-vous qu'elle puisse régler les problèmes d'exploitation animale et réduire l'impact de l'agriculture sur le réchauffement climatique? Je pense que ce sera le dernier clou dans le tombeau de l'agriculture industrielle animale. Et que, carrément. entre-temps, il faut la mettre dans le tombeau, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire que il y a plein là, de choses on à faire d'ici à ce que ce truc-là soit opérationnel. Exactement. Je pense que c'est mieux de le voir de cette manière-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je suis assez d'accord. Je regarde là parce que je cherchais des articles de 2023 qui donnaient des exemples. Aleph Farms, l'agriculture cellulaire qui crée des lamelles de bœuf en laboratoire. Je voulais voir un peu où est-ce que ça en est. Une innovation qui sera commercialisée d'ici la fin de l'année, ils disent. D'accord, c'est du coup une société israélienne spécialisée dans l'agriculture cellulaire. Fondée en 2017, elle s'apprête à commercialiser après 6 ans de recherche ses premières lamelles de bœuf, les Aleph Cuts, fabriquées en laboratoire à partir de cellules animales. Il s'agit bien de viande et pas une imitation à base de plantes. On a bien compris. Donc, il faut 4 à 6 semaines pour obtenir des lamelles de bœuf. Ils les font pousser, en fait, dans un récipient où les cellules animales reçoivent oxygène, acides aminés, glucose, vitamines, sel et tout le reste de ouais, ce qu'il faut pour se développer. un bilan pour un bilan carbone comparatif et tout. Ouais, j'essaye de voir, mais apparemment après pour la souffrance animale, que je vois ne publie que l'avis de Didier Toubia, le CEO de l'entreprise. Donc bon, on va peut-être attendre d'avoir des études un peu objectives. Je pense que c'est trop tôt pour pouvoir avoir des réponses solides sur ça. Hein. Ouais. On vous tient au courant, les gens, sur l'agriculture cellulaire. On vous tiendra au courant. Est-ce que tu goûteras quand ça sera disponible? Je goûterai sur le podcast. Sérieusement? Sur stream, je goûterai un steak dès qu'il sera disponible. Tu l'annonces là? C'est officiel? J'annonce officiellement que je me sacrifie pour faire partie des premiers tests publics. Parce que est-ce que t'as pas aussi un petit problème d'un point de vue sanitaire de savoir le truc serait généré à partir de rien? Je sais pas, ce serait quoi les risques sanitaires? Bah, ce serait une cellule clonée, non? Si j'ai bien compris, donc ce serait le même ADN tout le temps. Est-ce qu'il y aurait pas un risque de l'apparition de... Je sais pas, faudrait se renseigner. C'est pas cloné, hein,
C'est juste les cellules, elles poussent parce qu'elles ont les nutriments dont elles ont besoin. Ouais, mais c'est la même cellule tout le temps. Ah ouais? Bah, ça, je sais pas. Il faut bien prendre une cellule. Ça dépasse mes capacités. Ouais, c'est la même cellule, mais bon, est-ce que dans un animal... Non, mais tu goûteras. Tu me diras. Est-ce que le muscle d'un animal n'a pas le même ADN dans chaque cellule aussi? Tu goûteras et tu nous diras si c'était la même cellule. D'accord. C'est parti, je suis chaud. Tu me diras si t'avais déjà goûté cette cellule. C'est parti. On fera comme ça. Bah écoutez... Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Hein. Je pense qu'on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-nous la semaine prochaine, tout le monde. Prenez soin de vous. Merci d'être passé. N'hésitez pas à mettre un petit like ou cœur ou je ne sais pas comment ça fonctionne sur votre plateforme. Et oui, partagez le contenu. Et souvenez-vous que vous pouvez faire des dons pendant toute la semaine aussi, avant le prochain épisode. Et on se retrouve enfin en physique parce que... Ok, juste un petit débrief avant de couper le stream. Je pense qu'on a géré parce que là, les problèmes de latence étaient fous et ça s'est pas trop vu, franchement. Ok, cool, parce que c'était dur. Hein. Moi, je t'entends de façon très coupée. On a géré. Rendez-nous la semaine prochaine! Rendez-nous la semaine prochaine!